Des centaines de sculpteurs vont exprimer à travers l'allégorie la reconnaissance éternelle du pays. Sous les coups de burin et les caresses de papier de verre, la chair des combattants s'est transformée en pierre ou en bronze, et le sang versé est devenu lettre d'or. Rapidement, plus de 30 000 communes vont se couvrir d'un monument aux morts, devenant incontournable pour tous les survivants. Pour la première fois, le nom des citoyens morts au combat est gravé dans la pierre, prolongeant définitivement la mémoire du conflit dans le temps de paix. Il s'agit d'honorer les disparus et de donner un sens à ce 1,5 million de morts. Par ces monuments, l'État veut permettre au deuil collectif d'aider l'accomplissement du deuil intime. L'ambition de cette politique est de réunifier la société traumatisée par l'expérience commune de la mort de masse. Il ne s'agit plus d'oublier pour mieux penser l'avenir, mais de se souvenir pour mieux souder la société. Le souvenir. Voilà l'argument principal des compagnies de chemin de fer qui organisent des voyages vers les zones de combat. Au départ de Paris, un train quotidien traverse les champs de bataille de la Somme et de l'Artois. Départ à 7h20 et retour dans la journée à 19h40. Dans ces trains du souvenir, on trouve à la fois des civils curieux d'approcher la réalité du front, des veuves et des parents à la recherche d'apaisement. Mais peu d'anciens combattants, qui constatent avec amertume le confort particulier de ces trains équipés de restaurants, quand eux sont rentrés du front dans des wagons de marchandises. C'est un véritable pèlerinage des tombes que vont effectuer près de 8000 voyageurs par semaine. Le guide Michelin ne s'y trompe pas et propose dès 1919 un ouvrage entièrement dédié aux zones du front. La conscience collective prend lentement la mesure du sacrifice de centaines de milliers d'hommes, tiraillés entre la culpabilité des survivants et le désir de pouvoir oublier. Et c'est cette crainte d'être effacé de la mémoire collective qui hante les anciens combattants. Dès 1919, dans le film J'accuse, le cinéaste Abel Gance fait se lever les morts du champ de bataille. Il se lève pour aller demander des comptes aux vivants et exiger qu'ils soient pour toujours fidèles à leur mémoire. Les morts, justement. Une bataille virulente s'est engagée entre ceux qui souhaitent maintenir les corps dans des sépultures près des champs de bataille et ceux qui désirent récupérer leurs morts dans les caveaux familiaux. Là encore, il faut une loi. La restitution des corps est autorisée pour les familles qui en feront la demande. 240 000 corps seront ainsi transférés du front vers les cimetières familiaux. C'est l'un des tournants de la sortie de guerre. Les morts rentrent enfin chez eux. Pour le reste, les ingénieurs du ministère des Pensions vont concevoir en série, de façon industrielle, les 265 nécropoles devant accueillir plus de 800 000 corps.
Elles adoptent l'alignement des croix en rangée, selon l'idée d'une armée au garde-à-vous. Le monument le plus spectaculaire sera celui voulu par l'évêque de Verdun, implanté à Douaumont. C'est un ossuaire, c'est-à-dire qu'il accueille les restes de dizaines de milliers de soldats non identifiés, afin de permettre à tous ceux qui ont perdu un proche jamais retrouvé de pouvoir se recueillir. Dans son discours, l'évêque de Verdun dit « Vous, veuves éplorées, pères et mères de ces enfants, et vous, fils de ces pères disparus, venez à l'ossuaire. Voilà la tombe qui probablement contient quelque chose de lui. » Ce lent processus où deuil collectif et deuil privé s'entremêlent va culminer avec un événement inédit. Le choix d'un soldat inconnu, mort au combat, censé incarner tous les morts. André Maginot, ministre des Pensions, fait exhumer 8 dépouilles anonymes. Le 10 novembre 1920, dans la citadelle de Verdun, il désigne un jeune caporal parmi les militaires qui montent la garde. Auguste Tin, pupille de la nation, doit désigner le cercueil du soldat inconnu. Sa main le guidera vers le 6e. Le corps de l'inconnu est envoyé à Paris dans l'après-midi. Car le 11 novembre, 2 ans après l'armistice, la République a décidé de célébrer les sacrifiés de la Grande Guerre. Le cercueil de l'inconnu recouvert d'un drapeau tricolore chemine du Panthéon jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et une famille fictive marche devant le cercueil. Un père, une veuve, un orphelin qui incarnent tous les Français en deuil. C'est une victoire que l'on célèbre ce 11 novembre, mais une victoire endeuillée. Dans l'avenir, les familles qui n'ont pas retrouvé le corps de leurs disparus pourront se recueillir et vivre dans l'illusion réparatrice que cet inconnu est bien le leur. Le monde des morts et le monde des vivants, celui de l'avant et celui de l'arrière, le terrible passé et l'avenir possible, le temps de la guerre et le temps de la paix, peuvent s'unir enfin l'un à l'autre.